Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans la partie orientale de la RDC. Nous allons parler des faits qui ont marqué cette semaine, le déploiement de la force régionale de l'EAC dans les provinces du Nord, Sud Kivu et des Lituri est imminent. Il faut dire que les officiers de cette force spéciale sont en visite des reconnaissances dans la province des Lituri pendant ces temps. Les émissaires de Félix Tshisekedi sont allés solliciter de l'expérience du président ougandais Yoweri Museveni pour la résolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo pendant que les opérations conjointes FARDC-UPDF contre l'ADF sont en cours. Il faut aussi rappeler que le M23 contrôle toujours la cité frontalière des Bunagana dans le territoire du Rutshuru en province du Nord Kivu. Le président du Sénat fait aussi la une à Goma. Il a remis en cause la MONUSCO et a évoqué un complot de la communauté internationale contre la RDC, parlant de l'embargo sur l'achat d'armes. Nous allons vous donner la quintessence de tous ces faits dans ce grand dossier. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Je reçois sur ce plateau du grand dossier M. Akilimali Saleh Choma Choma, qui est journaliste spécialiste des questions des paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs africains. Bonjour Saleh, bienvenue. Bonjour à vous Jospin, bonjour à vos téléspectateurs. Voilà, nous allons commencer par ce déploiement qui est imminent d'une force régionale pour lutter contre l'insécurité. Cette force qui sera déployée dans les provinces du Nord-Sud Kivu et celle de l'Ituri. Déjà deux provinces en état de siège qui sont le Nord Kivu et l'Ituri. Il y a déjà des opérations militaires sous couverture de l'état de siège. Il y a les opérations conjointes FARDC, UPDF, la FIB, la MONUSCO qui a été remise en cause par Batiloukou et Boudalou Revenir, une force régionale pendant qu'il n'y avait pas encore de consensus sur la participation ou non de la République du Rwanda. C'est quelque chose comment dirais, de conflictuel, hein. C'est quelque chose d'extrêmement tendancieux. C'est une décision du président de la République, c'est lui les garants même de la souveraineté de la République, donc c'est à lui d'en assumer toutes les conséquences, mais c'est en tout cas un secret de polichinelle que l'Ouganda aussi participe dans les soutiens de l'OM23. Donc cette force de East African Community, c'est une force qui viendra en plus pour juste s'ajouter à toutes les forces qui existent déjà et à tout ce qu'il y a comme opération. Et ça n'a pas vraiment une très grande importance sur le plan militaire, à part bien sûr un sureffectif, peut-être dans certaines régions, mais on ne s'entend pas. C'est que ça puisse faire quelque chose d'important, surtout que ces pays, tout le monde le sait, tous les pays de l'East African Community, je dis bien tous les pays, ont des tendances à vouloir venir brader les Congo. L'autre fois, c'était le président kenyan, le vice-président kenyan plutôt, qui disait que les Congolais n'ont pas de vaches et que si on cultivait, on peut partir vendre ça au Congo. L'autre contexte, c'était la présidente de la Tanzanie qui dit qu'ils se sont prêtés de l'argent pour faire des infrastructures de transport et que ces infrastructures-là devront aider à connecter avec les Congos parce que c'est chaque pays qui se bat pour avoir sa part. D'autre part, c'est Museveni qui, on le sait très bien, a des tendances à vouloir s'épanouir ici en République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Burundi n'en parlons presque pas.
il est manque que le Soudan du Sud, qui est un pays en fait émietté, qui est un pays déjà en guerre, en conflit, et je pense que si aussi trouvaient qu'ils ont un moyen de pouvoir nous déstabiliser plus ou moins, ils allaient le faire. Non, je ne trouve pas la pertinence. C'est à la limite pour l'opinion congolaise un non-événement, mais comme ça a été décidé par le gouvernement, c'est au gouvernement d'en assumer. Alors, Saleh, nous allons revenir sur les faits. Il y a eu un mini-sommet tripartite RDC, Angola et Rwanda pour trouver des pistes de solutions ou une solution durable aux problèmes d'insécurité dans l'Est de la RDC. Mais au niveau de la feuille de route, il y a eu une diversion dans la communication. Au Rwanda, on parle d'une histoire qui concerne les FARDC et les FDLR, le Rwandais et les FDLR. De notre côté, on parle du 1-23 et des FARDC. Pourtant, sur le terrain, il y a le 1-23 qui contrôle une partie du territoire national congolais. Bien sûr, les FARDC sont à l'œuvre, sont en train de repousser l'ennemi pour éviter les pires. Sinon, le 1-23 serait déjà dans la cité dans la ville, je ne sais pas, de Rutshuru. Mais actuellement, sur le plan diplomatique, il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de couacs parce que au même moment, vous discutez avec le président rwandais en Angola, même si la commission mixte ne s'est pas réunie, commission mixte RDC Rwanda, parce qu'il y avait un deuil national en Angola, paix à l'âme de l'ancien président Eduardo dos Santos. Mais c'était déjà une démarche qui est en cours, qui n'a pas encore abouti. Mais au même moment, le président Félix Tshisekedi envoie des émissaires en Ouganda pour aller, je ne sais pas, solliciter de l'influence de Yoweri Museveni. Est-ce que vous ne voyez pas que sur le plan diplomatique, peut-être ça ne marchait pas? C'est pourquoi on envisage cette option militaire, cette force qui pourrait venir pour éradiquer tous ces groupes armés terroristes aujourd'hui, dont le 23 et l'IDF. Est-ce que vous ne pensez pas que le président congolais est en train d'accepter vraiment l'appel du peuple congolais à plus privilégier l'option militaire, parce que l'option diplomatique, il y a beaucoup d'hypocrisie. D'une fois, on est en Angola, moins d'un mois après, on envoie des émissaires à Kampala, en Ouganda, et qui a été envoyé, j'ai vu dans la délégation, c'est le ministre des Travaux publics qui parle. Je ne sais pas où était le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Est-ce que vous pensez que sur le plan diplomatique, la RDC est en train de peser dans la sous-région? Alors ça, c'est quelque chose de vraiment flou, ce qui s'est passé d'abord en Angola. À Luanda, autour de la médiation du président Joao Lourenço, c'est que il y a un côté, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés des choses. Les bons côtés des choses, c'est que ça a permis quand même à l'opinion internationale de savoir quand même que Kagame est l'un des grands acteurs de l'insécurité dans la région. Déjà lui-même en acceptant l'invitation et en posant aussi sa part des conditions. C'est comme si vraiment il avait quelque chose à voir, et ça c'est une très bonne chose. Mais l'autre chose, c'est la plus floue, c'est que on ne trouve pas la pertinence de ces histoires-là, comme vous le dites, pendant qu'il y a des guerres qui sont en train de se peaufiner. Et puis, quelques jours après, il y a l'entretien avec un média étranger, et qui dit, et là où il dit que ce n'est pas une situation c'est une situation très complexe, très conflictuelle et tout. Donc c'est comme si on est en train de faire juste du sur place. C'est comme si on est en train de faire juste du sur place, et la situation sécuritaire n'est pas sur le terrain en train de s'avancer. Et on se demande pourquoi on doit dilapider l'argent du trésor public pour partir dans des réunions, de conférences et des structures qui finalement ne produisent rien comme résultat.
juste le lendemain, après cette discussion, il y a le M23 qui a attaqué la localité de Nkonkwe. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose... Après, 2 jours après, ils ont déclaré qu'ils ne reconnaissent pas tout ce qui est en train de se passer au niveau de Luanda. Est-ce que le président Kagame était là pour... ne sachant pas qu'il est un des acteurs, ne sachant pas qu'il a des intérêts à avoir? C'est tout ça comme questionnement et c'est tout ceci qui se pose et on se demande dans quoi nous sommes en train de nous mettre finalement et quelle option sommes-nous en train de choisir. Quant à l'option de l'Ouganda, en fait, on peut tout pardonner sauf pour un dirigeant la naïveté. Et ça, c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'atteler. Il faut encourager nos FARDC qui sont en train de faire le travail sur terrain. Il faut encourager tout ce qui est en train d'être fait par le gouvernement au niveau des Nations Unies, au niveau des organisations régionales et sous-régionales pour pouvoir essayer plus ou moins de remettre la sécurité parce que ça fait vraiment longtemps qu'il y a de l'insécurité ici. Et on voit très bien qu'il y a la volonté du président de la République de pouvoir mettre fin, mais il faut qu'il puisse revoir les moyens. Parce que sinon, ça va risquer de devenir trop dangereux. On risque d'avoir des forces ici. Maintenant, on vient de se mettre dans l'East African Community officiellement. On risque de créer une situation encore plus ambiguë que celle qu'elle a été, avec autant d'acteurs. C'est quelque chose de vraiment complexe. Voilà, Saleh, j'ai suivi le président Yoweri Museveni qui a parlé d'une expérience en matière de guerre dont dispose l'Ouganda. Il a parlé de plus de 50 ans de guerre. Avant même Yoweri Museveni, il y avait des intérêts des Ougandais en République démocratique du Congo, notamment dans la région de Béni. C'est peut-être cette expérience-là et ces intérêts-là de l'Ouganda sur la RDC qui poussent le président Félix Tshisekedi. C'est la guerre. C'est au fond que ça va se terminer parce qu'il a dit c'est la politique qui manigance tout. Mais par la politique, on doit dialoguer parce que là c'est l'option diplomatique. Mais si nous ne voulons pas le dialogue, alors il a dit voilà, l'autre option c'est la guerre. Mais quand on parle là de l'option de la guerre, est-ce que la RDC est capable seule de se battre contre l'Ouganda et le Rwanda? Parce que là, implicitement, le président Yoweri Museveni voulait montrer au président Félix Tshisekedi que si c'est l'option militaire, voilà, il y aura une force derrière le M23. Il y a des forces derrière le M23. Et si c'est l'option diplomatique, donc là, il voulait imposer au président Félix Tshisekedi d'accepter des concessions, d'accepter de concéder, d'accepter de dialoguer directement avec le M23 comme ce mouvement rebelle le souhaitait. Après Luanda, le M23 à travers son porte-parole, le plus détesté aujourd'hui par les Congolais, avait dit que ce qui a été dit à Luanda n'engage que le Rwanda et la RDC. Et nous encourageons le gouvernement congolais à dialoguer directement avec nous, le M23, quand Paul Kagame considère le M23 comme un groupe armé national congolais. Il dit que les histoires du M23 doivent être réglées à l'interne avec les FARDC, mais par contre, la feuille de route concerne les FDLR, le Rwanda et la RDC. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est la RDC qui est en train de sortir perdante et que la seule option, c'est d'accepter de coaliser avec toutes ces nations, accepter de concéder certaines parcelles de pouvoir pour garantir l'intégrité du territoire national congolais, parce que le président Yoweri Museveni a parlé et revenu sur le cessez-le-feu que le M23 n'a pas encore accepté. Donc implicitement, il disait, si vous allez négocier avec le M23, le cessez-le-feu sera effectif et ces gens vont se retirer. Et maintenant, la voie des dialogues. Sinon, vous acceptez de vous battre, vous acceptez, vous êtes prêts, mais il y a ce problème d'embargo sur l'achat d'armes. Et ça, est-ce que vous pensez que vraiment le président Félix Tshisekedi a des collaborateurs sincères dans cette sous-région, surtout des Grands Lacs? Alors, c'est ça la grande question en fait, parce que le président de la République, on peut tout lui reprocher, la naïveté, peut-être une forme d'excès de confiance, peut-être une forme de grande ouverture, mais
on ne peut pas lui reprocher le fait d'avoir contacté tous les acteurs du conflit et d'avoir tenté de trouver des solutions diplomatiques avant, et même à la limite de donner des avantages économiques à certains pays, dont le Rwanda. Des accords ont été signés dans la ville de Goma il n'y a pas vraiment longtemps, et des accords notamment en ce qui concerne des matières premières, des accords en ce qui concerne la coopération militaire, la coopération en termes de renseignements. Mais tout ce qui se voit, c'est qu'il y a en face des interlocuteurs qui cherchent toujours à brader les Congos. Parce que quand on parle de la question notamment des FDLR, par exemple, c'est une question qui, chaque fois, le Rwanda l'utilise comme un pilier, mais c'est une question qui ne date plus, en fait. Les FDLR ont fait plus de massacres au Congo qu'ils n'ont fait au Rwanda, parce qu'au Rwanda, c'était plutôt les Interahamwe et tout ce qu'il y a eu, et l'armée de l'époque. Mais ici au Congo, les FDLR font des massacres, font des pillages, font des viols. Et donc le Congo a aussi intérêt à ce que les FDLR puissent à la limite rentrer chez eux ou être neutralisés. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une ouverture avec l'ancien président Joseph Kabila. Il y a eu l'opération Umoja Wetu, qui consistait à autoriser l'armée rwandaise d'entrer sur le territoire congolais. Vous dites toujours que ce sont les FDLR que vous cherchez. On vous laisse les couloirs, venez entrer, partez chercher vos FDLR. Ils ont fait une opération. Ils peuvent peut-être faire l'évaluation de cela avant de réclamer d'abord sur d'autres opérations en disant non, les FDLR. Au M23. Les M23, je ne sais pas si pour l'instant ils ont déjà donné l'agenda, mais en tout cas, on a l'impression que leur agenda est vide. À part le fait que non, nous réclamons le respect des accords. Mais quel accord exactement? Voilà, je ne vais pas vous couper la parole, mais dernièrement, dans une sortie médiatique, un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux, le M23 avait affirmé qu'il y avait des accords avec le président Félix Tshisekedi, qu'ils allaient intégrer les FARDC et que nombreux parmi eux seraient déployés sur tout le temps de la RDC dans toutes les provinces, ce qui n'a pas été encore démenti par les autorités congolaises qui n'ont pas encore réagi, ce qui n'est pas aussi évident. Personne ne pourrait dire que c'est vrai actuellement, mais c'est une déclaration du M23. En fait, personne ne pourrait dire que c'est vrai, mais tous nous savons très bien que ni les autorités congolaises actuelles, ni la population, ni les acteurs de la société civile, ni ceux de la MONUSCO ne consentent pas le fait que le M23 puisse réintégrer. Ensuite, il ne faut pas oublier que parmi les éléments, les commandants, dont le général autoproclamé Makenga, ils ont été radiés définitivement de l'armée. Donc, je ne sais pas par quel genre de magie on va encore les réintégrer. Est-ce qu'on va annuler les radiations d'abord? Il y a 7 officiers du M23 qui ont été exclus par l'ancien président Joseph Kabila de l'armée quand ils ont commencé. Mais aussi, le M23, c'est un mouvement qui organise les mêmes personnes sont à plusieurs coups contre l'État congolais. Le colonel Vianney Kazarama, il était dans les FARDC, il était porte-parole ici. Il était porte-parole ici des opérations à Mali. C'était lui il était dans les FARDC, il était bien traité. Bosco Ntaganda était dans les FARDC. Le général autoproclamé innocent, il était dans les FARDC. Sultani Makenga, il était dans les FARDC. Donc, je ne sais pas, c'est des histoires qui sont conflictuelles, mais c'est une histoire qui carrément ne peut pas marcher au jour d'aujourd'hui. D'abord que le M23 a été déclaré comme mouvement terroriste. Ça doit, parmi les premières conséquences, c'est que on peut peut-être, le gouvernement peut peut-être un jour envisager de discuter avec eux, mais avec l'étiquette de terroriste déjà,
cela leur exclut la possibilité de pouvoir intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine reconstruction avec des recrutements de jeunes et maintenant il est hors de question pour tous les acteurs au niveau du pays de pouvoir intégrer des gens qui sont sans formation et qui, à la limite, ont été récidivistes au niveau de l'armée. Pourtant, la pierre angulaire en ce qui concerne l'armée, c'est la discipline. Voilà, ça, nous allons terminer par ce point, c'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, le président du Sénat, qui est le président de la Chambre haute du Parlement, qui représente toute une institution, à Goma, a déclaré a remis en cause la MONUSCO. Il pense que 22 ans après, il n'y a pas de résultats palpables, il y a toujours de l'insécurité. L'opinion se pose la question, est-ce que c'est la MONUSCO qui doit mettre fin à l'insécurité dans la RDC? Nous avons une armée républicaine, les FARDC. Heureusement, il a évoqué cette nécessité pour les jeunes d'intégrer les FARDC pour réformer l'armée, pour avoir une armée forte et républicaine. Malheureusement, les contextes ne permettaient pas une telle communication. Nous sommes dans une situation de conflit, de guerre, donc nous devons avoir une posture offensive actuellement. Mais est-ce que nous avons tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette situation sur le plan offensif? Est-ce que c'est le moment de prendre une posture défensive ou préventive? Parce que quand on parle des recrutements, quand on parle des jeunes, de la réforme de l'armée, ça c'est déjà une option préventive pour prévenir d'éventuelles attaques de notre intégrité du territoire national congolais. Mais est-ce qu'actuellement la RDC a une force dissuasive face à l'ennemi? Parce qu'il y a l'ennemi qui a une force dissuasive comme le Rwanda aujourd'hui, avec la présence du M23 sur le sol congolais, sur toutes les tables des négociations, le Rwanda aura une force dissuasive. Parce que voilà, il y a déjà nos forces qui sont sur votre sol. Par contre, il n'y a pas un seul élément FARDC sur le sol rwandais. Est-ce que nous allons peser dans le dialogue? Est-ce qu'on n'aura pas, on ne va pas, à la limite, concéder, même si le M23 est déclaré mouvement terroriste, il n'y aura pas cette concession après parce qu'ils sont là, les forces rwandaises sont là, les officiers congolais l'ont déjà déclaré. Est-ce que vous pensez que, en tout cas, la communication du président du Sénat va aller se peser en dehors actuellement, quand il remet en cause la MONUSCO? Bien sûr, les faits les démontrent. Lors du dernier Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant de la RDC a déclaré que le M23 disposait d'un arsenal de combat supérieur à celui des FARDC et de la MONUSCO. La MONUSCO qui a démenti un aveu d'impuissance face aux rebelles du M23, tel que relayé par certains médias mais sur le terrain. La MONUSCO est aussi à la hauteur. Vous pensez que vraiment cette force de l'EAC, pour terminer, c'est la meilleure option? Parce que là, sur le plan diplomatique, dans des salons politiques, ça risque de traîner. Mais sur le terrain, si on arrivait à neutraliser cette force négative, peut-être les discussions vont se poursuivre bien sûr. Ou alors si les pays concernés, impliqués, c'est maintenant de retirer ces forces, et puis les dialogues vont se poursuivre après. Peut-être que le peuple congolais de l'Est de la RDC vivrait une lueur d'espoir de paix. La seule solution à cette guerre, elle est offensive en fait. Elle est offensive parce que tout ce qu'il y a comme dialogue va se faire. Je pense qu'il faut se baser sur comment, en 2012 et 2013, comment l'ancien régime a évincé les M23. C'était la fameuse opération militaire Pomme Orange. Donc, c'est une opération militaire d'abord, et puis il y a une pression diplomatique auprès des pays qui fournissent des armes et des hommes au M23. Et du coup, ces pays-là, parce qu'à l'époque, il y avait même des sanctions contre le Rwanda, il y avait des soupçons contre l'Ouganda, et du coup, ces pays-là ont en quelque sorte réduit leurs donations pour ne pas être, encore une fois de plus, taxés. Et quand ils sont en sous-effectif et en sous-munitions, c'est là que les FARDC ont alors commencé l'opération Pomme Orange, qui consistait à
faire sortir les M23 de 20 km où ils étaient, de 20 km de Goma où ils étaient, selon les accords, les premières discussions qu'ils ont eues, jusqu'à les débouter hors de 3 collines de Mbuzi, Tchanzu et Runyonyi, et à les mettre certains en Rwanda et d'autres en Ouganda. C'est la seule option qui reste, et c'est la seule option, mais cette fois, il ne faut pas les envoyer au Rwanda ou en Ouganda, il faut les amener à ce que celui qui tiendra l'arme encore dans ses mains soit exactement traité en tant que tel, c'est-à-dire neutralisé, et que la toute dernière force puisse déposer les armes et qu'ils puissent répondre devant la justice congolaise de tout ce qu'ils ont fait comme affreux de guerre. Si je dois revenir à la question du président du Sénat, c'est vraiment du populisme purement et simplement parce que bien sûr qu'il est président du Sénat, mais Bahati Lukwebo, c'est un grand homme politique dans ce pays et il a fait la politique depuis les années Mobutu. Ce n'est pas maintenant qu'il va venir faire l'évaluation du travail de la MONUSCO. Et depuis la nuit des temps, les gens disent que la MONUSCO n'est pas en train d'apporter tout ce qu'il y a comme besoin. Il y a 3 ans, elle était la force la plus grande et la plus budgétivore des Nations Unies, mais la situation, elle était encore la plus grave et la plus insécure dans la région où elle était, dans les régions où elle était installée. Donc, c'est-à-dire que c'est juste du populisme parce que c'est lui le président du Sénat. C'est la deuxième personnalité politique du pays après le président de la République. Donc, au lieu de dire cela, et c'est ce que je dois dire en fait, les hommes politiques congolais ont l'habitude de faire du populisme pour les réseaux sociaux et pour la télévision, mais quand dans les faits, ce sont eux qui ont le pouvoir de changer les choses. Si la République démocratique du Congo, à partir de l'année prochaine, ne votait pas, disons, n'acceptait pas que la MONUSCO puisse rester, la MONUSCO, elle partira. Elle partira. Donc, il est parmi les gens qui décident que la MONUSCO puisse rester. C'est anormal qu'il puisse venir nous vendre l'idée selon laquelle non, la MONUSCO doit partir et tout le reste, et tout le reste. Nous savons très bien l'ancien président qui a voulu que la MONUSCO parte. Il l'a dit clairement au niveau des Nations Unies, je voudrais un retrait progressif de la MONUSCO. Et donc, ils ont ce pouvoir-là, ils ont le pouvoir d'inviter Christophe Lutundula. Christophe Lutundula va dire aux Nations Unies qu'ils vous donnent un retrait, parce que la dernière fois c'était en juin qu'on leur a donné un mandat d'1 année. Après, quand ils font chaque fois des évaluations, chaque année en fait, au niveau du Conseil de sécurité. Et là-bas, ils peuvent dire non, nous n'en voulons plus. Comme ça, procédons à un retrait progressif de ces forces-là. Surarmées par rapport au M23. C'est de l'arnaque purement et simplement d'abord, parce que quand on dit surarmée, c'est peut-être qu'on ne connaît pas bien la région, mais c'est une région difficile d'accès, d'abord difficile d'accès, et puis c'est une région qui donne accès notamment au Rwanda et à l'Ouganda. C'est-à-dire que la MONUSCO ne veut pas dire que les M23 est soutenu par le Rwanda, mais estime que la MONUSCO a des hommes entraînés et de l'arsenal, mais sans pour autant nous dire que cet arsenal vient d'où. C'est un grand paradoxe et je pense que c'est au niveau du gouvernement congolais d'éclaircir les vues et de dire que ça doit changer et il faut que ça change. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Akilimali Saleh. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions des paix de sécurité dans la région des Grands Lacs africains. En tout cas, tous les Congolais sont unanimes en ce moment qu'il faut s'assumer. Donc notre armée doit s'assumer, notre gouvernement doit s'assumer et nous encourageons encore une fois de plus nos forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur la ligne des fronts contre les terroristes de l'ADF qui ont tué dernièrement plus de 64 personnes en l'espace d'une semaine. Il ne faut pas oublier aussi que du côté des Béni, ça tire
même si c'est le retour avec le 23 qui semble préoccuper d'aucuns, mais en tout cas, nos FARDC sont sur tous les fronts et nous espérons que, en tout cas, l'ennemi sera bouté hors d'état de nuire. Merci d'être passé, monsieur Salé. Merci aussi, merci à vos téléspectateurs. Voilà, nous vous demandons de vous abonner à Afro Info 243. Si vous ne l'avez pas encore fait, il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. À très bientôt.